Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Il trottait dans la tête des actifs depuis quelques années. L'essor du télétravail en a fait un sujet central et un point de vigilance au quotidien. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle a plus que jamais trouvé sa place dans les démarches QVT et de manière très concrète dans la prévention des risques psychosociaux. Nous accueillons aujourd'hui Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail et de 1762 consultants, qui va nous donner sa réponse à la question « L'équilibre vie pro-vie perso est-il le grand défi du 21e siècle ?» Bonjour Jérôme Ballarin. Bonjour. Pourquoi l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle est-il à ce point au cœur de nos préoccupations depuis quelques années ? Alors, la conciliation vie pro, vie perso est au cœur de nos préoccupations depuis effectivement maintenant une décennie, voire plus, à cause d'évolutions sociologiques tout d'abord, la montée en puissance des couples biactifs, donc des couples dont les deux membres sont très engagés professionnellement. Voilà, autrefois, on avait un partage des rôles entre papa travaille et maman reste à la maison. Aujourd'hui, ça rend la logistique du quotidien beaucoup plus compliquée quand les deux parents, par exemple, travaillent. On a aussi l'augmentation des familles monoparentales aujourd'hui, qui représentent près de 2 millions de foyers en France. Et ces familles monoparentales sont à 85% dirigées, supportées par des femmes, dont 35% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là aussi, pour ces 2 millions de parents solos, on peut imaginer que l'articulation des temps de vie au quotidien est très compliquée. Et puis, dans les évolutions sociologiques, on a aussi l'arrivée des jeunes générations dans le monde du travail qui sont porteuses de nouvelles aspirations, qui ne veulent pas perdre leur vie à la gagner et qui sont très attentives à pouvoir continuer à voir leurs amis, aller au cinéma, faire du sport, etc. Donc voilà. Premièrement, effectivement, ces évolutions sociologiques qui rendent la question de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle très, très prégnante dans nos sociétés. Puis on a aussi les évolutions technologiques qui étaient censées nous faire gagner du temps. Les messageries électroniques, les réseaux sociaux, bon là plus pour développer la communication, etc. Et puis on se rend compte que finalement, eh bien toutes ces nouvelles technologies créent des formes d'hyperconnexion. On en vient d'ailleurs à prôner un droit à la déconnexion, qui est aujourd'hui une obligation légale pour les entreprises, de sensibiliser les managers, les collaborateurs sur ces sujets pour que les gens passent pas leur week-end à consulter leurs mails sur leur smartphone, que les managers d'équipe évitent de solliciter le soir, le week-end les personnes pour que tout le monde puisse avoir ce qu'on appelle le droit au répit aussi, le fait de pouvoir se régénérer, se reposer. Et c'est intéressant de voir les chiffres d'ailleurs, puisque dans une enquête de Via Voice, il y a 2 ans, un panel de plus de 1000 salariés représentatifs, 61% d'entre eux disaient que les nouvelles technologies avaient accéléré leur rythme de travail. Nous, dans une de nos enquêtes, à l'Observatoire de la qualité de vie au travail, on a pu voir que 7 salariés sur 10 disent manquer de temps au quotidien. Donc, le temps devient une denrée rare. D'où, encore une fois, la montée en préoccupation autour de ces sujets de conciliation vie pro, vie perso. Et puis, enfin, pour terminer, du côté des entreprises, on se rend bien compte que tous ces phénomènes que j'évoquais, de manque de temps, d'accélération des journées, de logistique du quotidien plus difficile à gérer, entraînent de la fatigue, voire un risque d'épuisement, et que finalement, si on veut avoir des collaboratrices et des collaborateurs engagés, en capacité d'innover, de créer, d'être à l'écoute de leurs clients, mais il fallait avoir des gens aussi qui soient reposés, qui aient un bon équilibre de vie. D'où aussi la prise en compte finalement par les directions d'entreprise elles-mêmes de ces questions de conciliation vie pro-vie perso. Et c'est comme ça qu'on voit se développer de plus en plus des dispositifs pour aider les salariés en la matière. Quel intérêt avons-nous, chacune et chacun, à trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ? Alors, je pense que c'est vraiment au cœur même des questions de bonheur, d'épanouissement. Voilà, là aussi, on a vu germer depuis une décennie, 2 décennies. Enfin, voilà, ces questions sont présentes dans notre civilisation depuis très longtemps. Ce serait difficile de les dater, mais vraiment aujourd'hui, les gens se rendent compte, et notamment les jeunes générations qui veulent pas perdre leur vie à la gagner. Comme je le disais, que voilà, la conciliation vie pro, vie perso, l'équilibre de vie, c'est un levier pour se sentir bien, pour se sentir en harmonie avec soi-même. Et moi, je porte une conviction depuis que j'ai lancé l'Observatoire de la qualité de vie au travail il y a une 12aine d'années. Cette conviction, elle est toute simple, c'est que l'être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement,
qu'elles soient professionnelles, artistiques, familiales, sportives, spirituelles, etc. À chacune et à chacun son propre cocktail de l'équilibre et du bonheur. Voilà, donc je prône cette notion d'épanouissement pluriel. Il me semble que on est dans des sociétés, en tout cas nos sociétés occidentales, des sociétés riches aussi en potentialité, d'activités, de domaines d'épanouissement, et les gens n'ont pas envie de se faire enfermer dans une seule sphère, quoi. Voilà, les femmes n'ont pas envie d'être enfermées dans la sphère familiale, les hommes aujourd'hui n'ont pas envie d'être enfermés dans la sphère professionnelle. Enfin, voilà, chacune et chacun a envie de pouvoir se forger son propre projet de vie. Donc, je pense que si on a le sentiment à un moment donné qu'on subit sa vie, qu'on est en pilotage automatique, voire que voilà, on est entraîné par le cours des choses à être totalement mobilisé sur son boulot, par exemple, au détriment de tout le reste, je pense qu'on va pas se sentir bien. Donc, on a besoin de pouvoir prendre du recul régulièrement par rapport à la façon dont on pilote son existence. Et qu'est-ce qui peut nous rappeler à l'ordre ? Comment on peut se rendre compte quand on est justement en pilotage automatique ? Alors, il y a plein de signaux qui peuvent nous ramener un peu à nous recentrer, on va dire. Ça peut être des signaux extérieurs de son environnement, de son entourage, qui nous dit attention, peut-être que tu t'investis trop dans ton travail, ou tu as une cause associative ou autre, on sent que ça dévore un peu toute ton existence. Donc ça peut être des signaux extérieurs, ça peut être tout simplement une meilleure écoute de soi, une meilleure conscience de soi. Je crois vraiment que cette notion de conscience de soi est très importante. Je parle aussi de management de soi, finalement, avant même pour des managers, de vouloir manager les autres, savoir se manager soi-même. Donc, je pense que ce qui peut nous alerter, c'est tout simplement un sentiment de malaise. On se sent pas bien, on a l'impression que on est un peu trop tiraillé, ou on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux dans notre vie, et il faut faire un pas de côté à ce moment-là. Peut-être tout simplement s'écouter, essayer de comprendre pourquoi les choses ne vont pas bien. On peut se faire aider aussi. Moi-même, j'ai développé une méthodologie qui s'appelle Quintivium, qui repose sur un questionnaire d'une 60aine de questions en ligne que peut passer quelqu'un. On va l'interroger sur son sommeil, sur ses hobbies, sur même la façon dont il prête attention un peu aux questions existentielles, son alimentation, sa vie professionnelle, les relations qu'il a, sa vie sentimentale, etc. Enfin, bref, c'est une sorte de check-up à 360 degrés qui va ensuite donner lieu, via un algorithme, à un rapport individualisé que peut débriefer un psychologue ou un coach. Une sorte de baromètre. Pendant 2 heures. Voilà, qui permet à la personne, on va dire, de poser les choses, d'avoir une cartographie un peu de ces différentes sphères d'épanouissement, les différentes composantes de sa vie, pour se dire, est-ce que... D'ailleurs, l'outil permet de voir si on a oublié des choses, ce qu'on appelle, nous, les composantes oubliées, ou s'il y a des essentiels, des choses qui nous apportent beaucoup de bien-être. On en est conscient, mais on a toujours envie de s'investir plus dans ces domaines-là. Mais peut-être que, finalement, il faut peut-être équilibrer les choses à un moment donné, se dire, c'est très important, mais je suis déjà bien investi. J'adore faire du sport. Au fond, ça va, quoi. Je suis pas obligé forcément d'en faire beaucoup plus. Par contre, il y a peut-être une autre dimension de ma vie qui est un peu délaissée. Je sais pas, une dimension culturelle ou artistique. Tiens, je jouais du piano il y a 10 ans, j'ai complètement arrêté. Du coup, je sens qu'il y a un vide un peu de ce côté-là. Dans ce côté un peu sphère de l'imagination, de la créativité. Donc, tiens, je vais peut-être, au lieu de rajouter 2 heures de sport, je vais peut-être rajouter 2 heures de cours de piano pour m'y remettre. Enfin, voilà. C'est des exemples un peu, qui sont pas forcément les bons, mais donc c'est via cet outil Quintivium, on peut comme ça se dessiner une feuille de route personnelle et prendre des engagements vis-à-vis de soi-même, et petit à petit faire bouger les choses. Alors, moi, je suis pas du tout pour les grosses révolutions, les résolutions de début d'année là où on va révolutionner sa vie et qui font pchit au bout de 15 jours et où finalement on est très démotivé. Je suis plus pour une stratégie des petits pas où on va se dire je rajoute un peu de choses ici ou là, et puis je vois que ça marche, les petites victoires qui vont me motiver pour petit à petit me mettre sur un chemin de progrès. Donc si je comprends bien, le mot équilibre, il a finalement tout son sens. C'est une question d'équilibre, tout ça. Tout à fait, c'est une question d'équilibre. Dans les mots associés, il y a la notion d'harmonie aussi qui est très parlante. Il y a la notion d'énergie aussi. Par exemple, dans la sphère de l'entreprise, moi je porte une thématique qui est le management par les équilibres. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs « Manager par les équilibres ». Qu'est-ce que c'est ? Alors, manager par les équilibres, c'est finalement prêter attention à cette question de l'énergie, justement.
Si on regarde un peu la théorie du management depuis les années 60, avec un des pionniers un peu de cette réflexion managériale aux États-Unis, à Harvard, qui s'appelait Peter Drucker, lui, il a parlé du management par les objectifs au début. Voilà, donc c'était le premier temps du management, savoir quoi faire, contractualiser entre le manager d'une équipe et puis ses coéquipiers. Puis dans les années 90, on a vu apparaître un deuxième grand temps de cette réflexion sur le management qui portait sur le management par les compétences. On s'est rendu compte que le savoir-faire, les compétences, ça devenait un actif stratégique pour l'entreprise et que finalement, au-delà de savoir quoi faire, la personne devait savoir comment le faire et que si un manager voulait développer la performance de son collaborateur, au-delà de lui fixer des objectifs, il fallait aussi qu'il s'occupe de développer ses compétences. Et moi, je suis convaincu qu'on est rentré dans un troisième temps, une troisième ère du management, qui est celle du management par les équilibres. Alors, c'est cumulatif, on n'oublie pas les précédentes, mais qu'aujourd'hui, la question, c'est au-delà de savoir quoi faire et comment le faire, c'est avoir l'énergie de le faire. Et pour moi, c'est quelque part, avec cette question de l'énergie, on va vers une performance humainement durable, qui est une thématique qui est très importante pour moi aussi. Alors là, si on est dans le champ de l'entreprise, mais c'est de se dire que comme on parle de développement durable et d'écologie pour la gestion des ressources naturelles, les émissions de CO2, etc. Voilà, on est dans du développement. Enfin, on essaye de monter des modèles économiques, des modèles de production qui soient durables. Eh bien, je pense que pour les individus, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a une écologie de la personne et il y a un besoin de faire en sorte que on soit dans du développement durable sur le plan humain. Et ça peut d'ailleurs ouvrir des perspectives, même quand on parle des jeunes générations, même des enfants, la façon dont on va les amener à s'engager dans la vie professionnelle. Voilà. Et je terminerai juste en disant que c'est ce qui m'a amené, par exemple, à lancer la journée des enfants en entreprise. Voilà, depuis une dizaine d'années, on incite tous les premiers mercredis du mois de juin les employeurs à accueillir les enfants de leurs salariés dans les murs de l'entreprise pour justement leur montrer, leur faire visiter l'entreprise, leur expliquer les métiers de l'entreprise et quelque part démystifier un peu ce monde qui peut être un peu nébuleux, parfois un peu angoissant. Quand on a démarré cette initiative, on travaillait avec des pédopsychiatres qui nous disaient que les enfants dessinaient leurs parents tout seuls dans un bureau ou dévorés par une hydre-à-dix-têtes. Donc c'est vrai que nous, parents, on peut aussi rentrer à la maison le soir en ayant... Enfin, maintenant, on est en télétravail, donc on rentre plus à la maison, mais en tout cas, être porteur d'une image qui est pas toujours très positive. Vis-à-vis du travail. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, à travers cette journée des enfants d'entreprise, on se rend compte que finalement, ils sont agréablement surpris, les gamins, quand ils voient des ordinateurs partout, des gens qui leur sourient, on leur organise un petit pot, etc. Et ça aussi, c'est du développement durable sur le plan humain. Voilà, c'est aussi faire en sorte que, au lieu d'avoir de développer des visions, des représentations très négatives sur le monde des adultes, on les amène aussi à s'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas qu'ils gardent leur esprit critique, et c'est même très important qu'ils fassent évoluer les choses quand ils arrivent dans le monde du travail. Et on voit bien que les générations Y, Z sont aujourd'hui aussi des puissants leviers de transformation culturelle pour les entreprises. Mais voilà cette grande thématique de la performance humainement durable qui est importante pour moi. Et alors, si on reste sur la thématique des entreprises, quelle est la place de l'équilibre vie pro, vie perso dans les entreprises aujourd'hui? Est-ce que les RH, par exemple, se sont emparés du sujet? Alors oui, les RH se sont emparés du sujet. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, une prise de conscience du fait que quelqu'un qui va pas être bien dans sa vie globalement va pas pouvoir donner le meilleur de lui-même pour la vie de l'équipe, la vie de l'entreprise. Par exemple, si on prend un commercial, aujourd'hui on demande aux gens qui sont en contact avec les clients d'être très à l'écoute, empathiques, de créer une relation forte et sincère. Et avec le client, or on peut imaginer quelqu'un qui arrive, qui est vraiment fatigué, qui est stressé. Je dirais que quelqu'un qui arrive, c'est le commercial, qui arrive à un rendez-vous avec son client. Ça va être moins productif. Voilà, enfin en tout cas, il va peut-être n'être qu'en capacité de débiter un argumentaire de façon un peu robotisée, sans vraiment écouter l'autre, sans vraiment être en capacité même émotionnelle de créer du lien. Alors que dans une entreprise, si je caricature un peu, on va s'occuper de la qualité de vie au travail, du bien-être des salariés. Peut-être qu'on va avoir un commercial qui va arriver plus reposé, plus équilibré et qui va
peut-être pouvoir parler lui-même de ses hobbies, de sa vie personnelle, du coup engager aussi la conversation là-dessus avec son client et créer au fond une relation qui va être beaucoup plus sympa à vivre, hein, parce qu'il faut pas, c'est pas là dans une idée de manipulation, voilà, il faut que ça soit authentique, mais voilà, si c'est authentique, si c'est sincère et qu'en même temps ça apporte, on va dire, une plus grande performance commerciale pour l'entreprise, ben c'est gagnant-gagnant. De la même manière, on se rend bien compte qu'on demande aux gens d'être créatifs, d'innover, d'inventer des nouveaux produits, de résoudre des problèmes, donc etc. C'est pas en passant 24 heures à son poste de travail qu'on va avoir la bonne idée pour inventer quelque chose. C'est souvent, parfois, en sortant du cinéma ou en faisant du sport que l'idée géniale qu'on cherchait germe. Donc, tout ça, les entreprises en ont de plus en plus conscience. Et les fonctions RH, elles sont particulièrement, elles sont sensibilisées à ça ? Alors, les fonctions RH sont de plus en plus sensibilisées à ça. J'intervenais par exemple dernièrement dans un colloque de l'IGS, qui est un institut de gestion sociale qui forme les futurs RH. Hein. Ils ne sont pas les seuls, mais enfin voilà. Et c'est vrai qu'on sentait les étudiants très sensibilisés sur ces sujets, hein, de qualité de vie au travail, de prévention des risques psychosociaux, d'entreprise inclusive, de diversité et puis de conciliation vie pro vie perso, enfin qui est un peu au cœur de tous ces sujets. Oui, donc je pense que la fonction RH est très sensibilisée là-dessus. Après, c'est quid du top management, hein, et de sa sensibilisation à lui. C'est sûr que quand on a un patron qui est lui-même convaincu par ces sujets, un PDG dans une boîte, c'est beaucoup plus facile pour un DRH et son équipe de porter des actions concrètes qui vont consister par exemple à monter des ateliers de formation pour les managers, pour justement les former à bien manager, à avoir une écoute bienveillante, à savoir donner du feedback, à savoir donner du sens, à bien organiser le travail de l'équipe, à être à l'écoute des difficultés des uns et des autres, à pouvoir voilà, moduler les heures de travail, voilà, ou accorder enfin de la souplesse d'horaire, etc., etc. Donc ce genre de choses, à mettre en place des mesures autour de l'organisation du travail, etc. Donc plus le patron est dans le coup, est convaincu, plus les RH peuvent travailler. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Et côté salarié, est-ce qu'on se rend compte des actions qui sont mises en œuvre ? Alors, c'est une question de communication aussi interne. On se rend compte dans les entreprises que souvent les salariés ne savent pas eux-mêmes les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Par exemple, pour faire garder leurs enfants ou pour, je sais pas, en termes de congés enfants malades, ils connaissent pas forcément leurs droits. Ils savent pas qu'ils peuvent demander un télétravail. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce que ça se développe beaucoup avec la crise sanitaire, mais voilà, un temps partiel, etc. Enfin bref, ils ne connaissent pas toujours les dispositifs qui sont mis à leur disposition. Donc, le fait de communiquer plus est parfois simplement un bon levier pour augmenter la satisfaction des salariés, sans forcément faire beaucoup plus de choses. Et puis globalement, quand on regarde dans les études, hein, nous, à l'Observatoire de la qualité de vie au travail, on anime un baromètre annuel. On a vu dans les premières années, au début des années 2010, que on avait 75% des salariés qui disaient que leur employeur ne faisait pas grand-chose pour les aider à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et puis vers le milieu de la décennie, on a commencé à sentir une petite amélioration, c'est-à-dire que de 75% d'insatisfaits, entre guillemets, on est passé progressivement à 70%, 69%, et là, dans les dernières enquêtes, on était plutôt autour de 60%. Donc ça s'est un peu amélioré, alors que pendant, on va dire, 5-6 ans, ça avait stagné à 75%. Donc pour nous, c'est un petit signal faible qui dit que voilà, les choses peut-être, voilà, mais bon, à 60%, on n'est pas encore à 50%, et je dirais le chemin est encore parsemé d'embûches et on a encore du boulot, je pense, pour que les gens, globalement et à peu près dans toutes les boîtes, se sentent voilà, vraiment aidés, accompagnés dans ces domaines-là. Il y a quand même aussi un sujet qui me vient quand je parle de ça, c'est aussi la notion de co-responsabilité, qui est un principe très important pour moi, ce principe de co-responsabilité. C'est-à-dire que sur les sujets d'équilibre de vie, on ne peut pas tout attendre de son employeur. Je pense que l'employeur, l'entreprise, par exemple, doit faire le premier pas pour mettre en place des actions qui vont aider les gens à mieux se sentir. Encore une fois, sensibiliser le management, travailler sur l'efficacité des réunions pour pas que les gens perdent leur temps dans des réunions fleuves et puissent avoir des réunions plus courtes et partir plus tôt le soir. Développer une conciergerie d'entreprise pour pouvoir faire ses courses en gagnant du temps, aller retirer les courses à la conciergerie de l'entreprise plutôt que d'avoir aussi à se fatiguer dans les magasins en fin de journée, etc. Donc l'entreprise, pour moi, doit faire le premier pas, mais il faut
que chaque individu se sente aussi le chef d'orchestre de sa propre vie. On doit tous quand même avoir conscience de ça. Ça rejoint la notion de management de soi que j'évoquais. On doit rester acteur et actrice de sa propre vie. Et voilà. Et donc ne pas tout attendre non plus de l'employeur, parce que c'est vrai que la qualité du sommeil, de l'alimentation, de tout ce qu'on fait dans son écosystème personnel, elle est de notre ressort, quoi. Et on pourrait vite tomber dans un côté, voilà, je suis pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, et c'est la faute du système. Et il faut pas déresponsabiliser les gens non plus. Donc il y a une vraie cette notion de co-responsabilité qui déresponsabilise pas non plus le monde du travail et les entreprises, mais aussi qui est à balancer. Voilà, c'est important, oui. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui a envie de s'investir sur ce sujet de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle ? Alors je reprendrai des choses que j'ai déjà dites, mais en synthèse, ce que je préconiserais à une entreprise qui a envie d'avancer sur ces sujets d'équilibre vie pro, vie perso et de qualité de vie au travail plus globalement, c'est d'agir sur 4 grandes catégories d'actions. Tout d'abord, l'évolution des comportements managériaux, parce que c'est vrai que c'est les managers au quotidien avec leur équipe qui font vivre finalement ou pas un peu toute cette philosophie RH, quoi, quelque part, dans la façon dont ils vont écouter leurs collaborateurs, dont ils vont leur accorder un temps partiel, dont ils vont mettre en place une souplesse dans les horaires, d'ouvrir le dialogue aussi, faire réfléchir toute l'équipe aussi sur des règles du jeu qui permettent à chacune et à chacun d'avoir un bon équilibre et en même temps à l'équipe de bien fonctionner. Donc vraiment cette question du management, elle est fondamentale. Je pense que c'est vraiment presque l'étape numéro 1. Il faut d'ailleurs démarrer même en haut de la pyramide hiérarchique parce que l'exemplarité vient d'en haut aussi sur tous ces sujets. Et l'étape numéro 2 ? Alors l'étape numéro 2, je pense que c'est l'organisation du travail qui est très importante. Par exemple, on l'a vu avant la crise sanitaire, l'accès au télétravail, la France était plutôt en retard, on a beaucoup milité pour ce sujet, on a beaucoup influencé, on va dire, l'évolution de l'arsenal législatif. On se réjouit d'ailleurs qu'il y ait un nouvel accord national interprofessionnel qui a été négocié il y a quelques mois sur la question du télétravail. Mais dans l'organisation du travail, ça peut être aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément sur ces sujets de conciliation, vie pro, vie perso. C'est des sujets, je l'ai dit tout à l'heure, d'efficience collective. Des choses où les gens vont gagner du temps au quotidien parce qu'ils vont travailler de façon plus efficace. J'évoquais les réunions, mais ça peut être aussi l'utilisation des messageries ou des réseaux sociaux internes. Enfin, mettre en place des règles du jeu qui vont faire que, au lieu de se générer toutes et tous plus de travail et plus de perte de temps et d'inefficacité, qui va faire qu'au lieu de sortir 1 heure plus tôt, on va sortir 1 heure plus tard du travail ou s'arrêter de travailler plus tôt ou plus tard. Bref, ces questions-là, elles font aussi partie des sujets d'organisation du travail et on voit bien que chaque jour, c'est des sujets qui peuvent être des sujets dont on bénéficie ou au contraire dont on pâtit, quoi. La troisième grande catégorie d'action, alors elle vient un peu dans un troisième temps, parce qu'elle est plus peut-être pour des entreprises qui ont les moyens, mais c'est tout ce qui est service qui facilite le quotidien des salariés, du type conciergerie d'entreprise, crèche d'entreprise, etc. Et puis enfin, la 4e catégorie d'action, je l'ai pas mal évoqué également, pour moi c'est la nouvelle frontière de ces sujets, c'est vraiment le management de soi. C'est vraiment sensibiliser les gens sur l'importance de manager leur propre écosystème, de prendre du recul régulièrement, d'être acteur de leur vie, de pas subir leur vie, de pas être en pilotage automatique, mais de s'assurer que j'ai un bon sommeil, une bonne alimentation, je suis heureux de mes activités associatives, sportives, etc., de ma vie personnelle globalement. Donc c'est vraiment important que les entreprises s'investissent là-dedans. Donc ça, c'est pour les 4 grandes catégories. Est-ce que si on fait ces 4 choses, on est assuré d'attirer les jeunes talents ? Oui, les jeunes talents vont être très attentifs à ces sujets-là quand ils vont choisir leur futur employeur. C'est sûr qu'entre une entreprise où on leur dit qu'il faut être extrêmement disponible, même le week-end, que il faut qu'ils restent à proximité de leur smartphone, qu'on leur remet le jour de leur arrivée, qu'ils peuvent même à 23h recevoir un coup de fil urgent, etc. Et entre cet employeur-là et l'employeur qui va leur dire écoutez, nous on est très soucieux de votre énergie durable, de votre épanouissement, on est convaincu que c'est important de prendre des vacances, c'est important de pouvoir vous reposer le soir, le week-end, de vous laisser de l'énergie
l'énergie, du temps pour pouvoir vous épanouir dans d'autres domaines. Je pense que voilà, le choix va être, à mon avis, assez vite fait. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une guerre des talents aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que les entreprises s'investissent de plus en plus dans ces sujets. Et notamment, nous, on joue beaucoup là-dessus au sein de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. On fédère un réseau de 30 000 employeurs en France. Et c'est vrai que quand un employeur d'un certain secteur d'activité ou d'une certaine région s'engage à nos côtés, signe par exemple la charte de la parentalité en entreprise que nous avons lancée en 2008, eh bien, ça donne envie à d'autres du même secteur de s'engager aussi parce qu'il peut y avoir une concurrence sur le marché du travail pour attirer les jeunes talents. Mais au-delà des jeunes talents, je pense que ce qui est important de dire aux entreprises, c'est que c'est pas forcément nécessaire d'agir sur toutes les catégories d'actions que j'ai évoquées, en tout cas parce qu'au-delà des 4 catégories, on pourrait dénombrer 40, 50 bonnes pratiques très concrètes. C'est pas la peine de vouloir agir sur tout, peut-être choisir là aussi une stratégie des petits pas et se dire je vais choisir 3 actions concrètes que je vais mettre en œuvre tout d'abord pour m'améliorer prioritairement. Je vais regarder aussi la sociologie de mon entreprise, si j'ai plutôt des jeunes talents justement ou si j'ai plutôt une moyenne d'âge plus âgée. On peut avoir des parents d'ados aussi qui ont besoin d'être accompagnés par rapport aux relations avec leurs adolescents, voire des gens qui ont des parents en situation de dépendance, qui sont âgés, donc toute la problématique des aidants familiaux. On a des entreprises qui mettent en place des dispositifs pour accompagner les aidants. Bref, en fonction des catégories de population qu'on a dans ces effectifs, on peut designer un plan d'action sur mesure finalement. Et c'est ça qui compte et avoir cette stratégie de petits pas. J'aimerais conclure sur le télétravail. Ce télétravail, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Est-ce qu'il joue pour ou contre l'équilibre vie pro, vie perso ? Alors, le télétravail, moi, je me suis battu pour le télétravail depuis plus d'une dizaine d'années. Encore une fois, les pays anglo-saxons, notamment, étaient bien plus en avance que nous. J'y voyais vraiment, j'y vois toujours d'ailleurs, un levier de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, mais c'est vrai, dans une version où on ne télétravaille pas 5 jours par semaine. Au départ, l'idée, ça a été plutôt d'inciter les entreprises à accorder 1 jour de télétravail. Dans les accords qu'on a pu voir juste avant le confinement, on allait vers 2 jours. On est aujourd'hui dans des accords parfois qui vont même jusqu'à 3 jours. Mais disons que l'idée, c'était plus de permettre à des gens qui avaient, par exemple, 3 heures de transport en commun par jour, de pouvoir peut-être le jeudi télétravailler depuis leur domicile, voire depuis des tiers-lieux aussi, des espaces de coworking. Ça s'est pas mal développé ces dernières années malgré tout aussi. Donc, pour des gens qui ont des logements trop petits, avoir via leur entreprise la possibilité d'accéder à un espace de coworking une journée par semaine, à un quart d'heure à pied de chez soi, par exemple. Qui est moins loin de chez lui que son espace de travail habituel. Tout à fait. Mais ce faisant, d'éviter ces 3 heures de transport, du coup de pouvoir, notamment pour des hommes, parce qu'on a vu que autant le temps partiel est souvent féminin, autant le télétravail, depuis qu'il se développe, il est assez paritaire au fond. Et même, ça a amené des hommes parfois à réinvestir le foyer dans la semaine, alors qu'avant, ils partaient très tôt et rentraient très tard du lundi au vendredi. Là, peut-être le jeudi, d'être à 17h, d'avoir fini de travailler, de pouvoir s'occuper des devoirs des enfants, de préparer le dîner, etc. Donc, ça a été même un levier, on va dire, un peu de repartage, on va dire, des tâches domestiques et familiales dans les couples. Donc une version très positive et qu'on a beaucoup poussé. Bon, c'est vrai que depuis quelques mois, on a plutôt un télétravail subi pour beaucoup de gens. Alors certains y trouvent leur compte et sont heureux de ça, mais on voit aussi des gens qui se trouvent isolés, qui subissent, qui n'étaient pas habitués à travailler chez eux. Donc c'est vrai que ça pose des questions de réinvention de nouveaux rituels au fond, à la fois pour chacune et chacun à la maison, quand on télétravaille, de pouvoir s'arrêter, de se recréer des moments de pause, parce qu'on peut aussi voir une forme d'épuisement professionnel avec le télétravail. C'est des gens qui finalement n'ont plus trop de repères et démarrent très tôt, finissent très tard. Donc là aussi, se réinventer des rituels collectifs aussi, type café virtuel le matin avant de démarrer. On se connecte en visio avec son équipe, on partage un peu, on se sent moins isolé. Et puis se pose la question de l'après. Aujourd'hui, on commence et on espère pouvoir sortir de ces temps difficiles rapidement. Et alors, ce sera quoi l'après, justement ?
Alors, je pense qu'il y a un grand mot qui apparaît aujourd'hui dans le discours de tout le monde, c'est le mot hybride. Voilà, on va être sur des modes d'organisation du travail certainement hybrides, mélangeant du présentiel et du distanciel. A priori, on ne reviendra pas au monde d'avant, parce que des nouvelles habitudes se sont prises, par exemple dans les réunions visio, dans le fait d'avoir cette souplesse d'organisation qui fait que, et puis pour ceux qui aiment finalement travailler depuis chez eux, voilà. Donc, ça m'étonnerait qu'on revienne dans un monde qui ressemble exactement au monde d'avant. Je pense que il y aura un mélange des deux. Il va falloir retrouver des nouveaux équilibres. Je pense aussi qu'on sera heureux de se retrouver, de revenir voir ses collègues, de revenir au bureau aussi à un moment donné quand, la menace sanitaire passera, on l'espère, aura disparu. Donc c'est difficile de dire exactement à quoi ça ressemblera. Je pense que ce sera aussi un peu du cas par cas, entreprise par entreprise. Et qu'on prendra peut-être quelques mois avant de retrouver des nouveaux équilibres. Merci Jérôme Ballarin. Merci à vous. Le 5e épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Jérôme Ballarin pour ce bel échange. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Casts, Podcast Addict, pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt.